téléspectateurs de Event News TV, bonsoir. Dans le cadre de notre émission politique, les grandes questions d'actualité, ce soir je reçois sur notre plateau le président fondateur du CPR, le Congrès panafricain pour le renouveau, Dr Doumbia Bajor. Dr Doumbia Bajor est expert en communication politique et d'un master degree, titulaire également d'un doctorat en analyse automatisée du discours politique. Et il est aujourd'hui sur ce plateau pour nous entretenir sur la situation en Côte d'Ivoire. Et docteur Doumbia, merci d'être passé nous voir. Bonsoir. Docteur, il faut bien qu'on vous classe, parce que d'aucuns disent que le docteur Doumbia Bajor il est inclassable. Pourquoi? Au départ de la République en Côte d'Ivoire en 2002, vous étiez aux côtés de Ibé, Feu Ibé. Après, on vous retrouve proche de Guillaume Soro. Quel est vraiment votre positionnement, docteur? Je voudrais déjà vous remercier pour votre invitation, saluer les spectateurs de Event News TV et partant tous les Ivoiriens qui regardent vos émissions et votre télé, à laquelle je souhaite un brillant succès. Merci, docteur. Alors, les positionnements politiques qu'on me prête, vous savez, sur moi, beaucoup de choses circulent, mais très peu de choses sont vraies. J'ai été toujours quelqu'un d'engagé politiquement. Et depuis ma tendre jeunesse, pour ceux qui me connaissent, savent que j'ai toujours milité pour les personnes défavorisées, parce que je sais d'où je viens, et je me suis toujours battu pour qu'il y ait plus d'égalité et de justice dans notre pays. Alors, je suis parti en exil en 2000, fin 2000, octobre 2000. Je suis arrivé en France en 2001 après être passé au Ghana. Déjà en 2000, docteur Doumbia Bajor est déjà en exil. En exil depuis octobre 2000, suite à des démêlés et des petits conflits que nous avions eus quand nous étions étudiants, où j'ai eu un certain nombre de mes camarades qui ont été assassinés. Donc, je suis parti du pays pour protéger ma vie. Je ne vais pas revenir sur ces événements douloureux parce que je pense qu'on a tourné la page sur ces questions. Donc, en 2000-2001, il y a eu donc l'insurrection de 2002 en Côte d'Ivoire. Dès le début de cette insurrection, j'ai pris position pour dire que je n'étais pas informé puisque j'étais inscrit à la faculté ici à l'université de Paris 12. Donc j'ai pris position pour appeler les belligérants à une solution politique. Et donc les archives de l'Inter sont encore là pour en témoigner. Et après donc les accords de paix, étant en exil et poussé en exil par des personnes qui étaient avec le pouvoir, le pouvoir de Gbagbo. Le pouvoir de Gbagbo, donc soutenu par Bleu Goudé. Et puisque j'étais en exil par le fait de ces amis-là, donc je me suis vu dans la contrainte, si on veut appeler ça ainsi, de prendre position pour ceux qui avaient équilibré les forces avec Laurent Gbagbo. Voilà la condition dans laquelle je me suis... Équilibrer les forces du point de vue les forces, puisqu'il y avait un équilibre des forces militaires. C'était une rébellion militaro-civile. Et donc, les forces étant équilibrées, j'ai donc pris position de manière discursive, intellectuelle, pour un camp contre le camp de Laurent Gbagbo qui, moi, me contraint en exil. Et donc, après avoir traversé des épisodes que tous les Ivoiriens savent, des tortures et tout ce que vous savez. Maintenant, une fois que donc, les accords de Major paix... prend position pour la rébellion. Major prend position pour l'insurrection militaro-civile. Et je ne suis pas le seul à prendre position puisque j'ai pris position après 2002, dans 2003. Et d'ailleurs, j'ai quitté cette position en 2004. Parce que je ne me sentais pas, voilà, je me sentais pas, je ne me retrouvais pas dans des pratiques, dans des actes. Et donc, j'ai fait la rupture. Et ça aussi, c'est public. Voyez-vous? Et donc, j'ai pris position pour dire qu'il fallait qu'il y ait plus de démocratie et je n'étais pas le seul à prendre cette position. Le PDCI a pris position avec moi. Donc, tous ceux, les partis politiques, associations et groupements, individus qui ont pris position contre le régime de Gbagbo, équilibrant donc les forces pour qu'il y ait de cet équilibre des forces l'émergence de la démocratie. Docteur Major, au regard de ce parcours qui est
ce parcours que vous avez eu, comme vous avez d'évoquer, êtes-vous suffisamment crédible quand vous coulez aujourd'hui dans ces compagnies au pilori? Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que j'ai été avec IB, j'ai été avec Soro, je n'ai jamais été, c'est ce qu'on prête, je n'ai jamais été ni avec IB ni avec Soro. J'ai toujours été moi-même quelqu'un d'indépendant ou d'autonome. Et donc, étant en exil, il y a eu des collaborations momentanées avec des personnes. Et quand nos idées n'ont plus convergé, nous avons opéré ce que nous appelons la rupture, parce que nous ne nous retrouvions pas dans leurs actes. Donc, je n'ai jamais été le sbire ou encore l'ouaille de qui que ce soit, encore moins celui d'Alassane Ouattara ou de Bédié. J'ai toujours été quelqu'un d'indépendant, d'autonome, qui a toujours eu des prises de position en faveur de la défense des intérêts des masses, des intérêts de mon peuple. Et c'est là où se trouvent les intérêts de mon peuple. C'est là où se trouvent les intérêts pour la démocratie, la défense des valeurs humanistes que je me retrouve. Et donc, ce n'est pas étonnant, avec cette indépendance, avec cette liberté de penser, cette liberté d'opinion, que je garde donc mon autonomie de pensée pour critiquer le régime de Ouattara, le régime, les actes de Soro, les actes du PDCI. Et donc ma crédibilité vient de l'objectivité que j'ai. Docteur, pourtant d'aucuns disent, parce que vous avez... Ah oui, mais ça c'est d'aucuns. D'aucuns disent, parce que vous avez reconnu sur ce plateau que vous avez pris position pour la rébellion. D'aucuns disent que c'est parce que vous n'avez pas eu de poste qu'aujourd'hui vous vous rébellez contre la rébellion. Mais je n'ai jamais demandé de poste. Je ne peux pas accuser Ouattara de m'avoir refusé un poste, puisque je n'ai jamais demandé de poste. Et quand la rébellion a eu lieu, et ça je prends tout le monde à témoin, à Paris ici, à la place, comment ils appellent, Port-Royal, des gens sont arrivés pour demander à ceux qui voulaient être ministres de s'inscrire sur une liste. Et tout le monde sait que j'ai toujours refusé de m'inscrire sur une quelconque liste pour demander un poste. Parce que je n'ai jamais voulu tirer un bénéfice personnel de mes engagements. C'est-à-dire, mon combat a toujours été un combat christique, un combat de celui qui... Docteur, si vous ne courez pas après la gloire, vous courez après quoi? Vous voulez juste être tout fait? Je veux être juste quelqu'un qui se bat pour qu'il y ait la démocratie dans son pays, pour qu'il y ait la redistribution équitable des ressources dans son pays, pour que les gens de mon pays ne soient pas discriminés ou exclus en fonction de leur origine sociale et qu'il n'y ait pas une minorité qui s'accapare les richesses de mon pays au détriment d'une grande majorité qui vit dans la misère. J'ai un combat de socialistes, j'ai un combat de personnes qui a toujours cru que les ressources de notre nation appartiennent à tous les citoyens. Major est socialiste. Je suis socialiste, ça a toujours été mes convictions. Et donc les ressources de la nation appartenant à tous les fils, il faut une redistribution équitable des ressources. Mais vous, en tant que socialiste, il paraît quand même curieux que vous ayez pris position contre un pouvoir socialiste à l'époque, au temps de Gbagbo. Mais le pouvoir de Gbagbo, je ne l'ai jamais considéré comme un pouvoir socialiste. Si le pouvoir de Gbagbo était un pouvoir socialiste, Gbagbo et ses personnes qui le suivaient ne vivraient pas dans un luxe insolent en train de s'acheter des Porsche, comme vous savez, les Alou et Gênes, la femme de Gbagbo elle-même roulant dans des avions présidentiels pour aller faire des emplettes à Washington, les CKCK achetant des Range Rover cash, pendant qu'à Yaoundé, les gens mouraient, ils n'ont pas même une seule œuvre sociale aujourd'hui qu'on peut dire, voici l'œuvre sociale de Laurent Gbagbo ou des gens du PDCI, ou allant se soigner au Maroc, voir des dentistes au Maroc alors qu'il n'y a pas d'appareil simple, appareil de coronarographie en Côte d'Ivoire. Voilà, donc pour moi, le régime de Gbagbo n'est pas un régime socialiste. C'est un régime qui s'est accolé l'étiquette socialiste, mais dans les faits, il n'est ni socialiste ni panafricain. Et ça, je me suis expliqué dessus. Je ne me reconnais pas en tant que socialiste dans les actes de M. Laurent Gbagbo. Docteur Doumbia, vous m'avez dit tout à l'heure que depuis 2000, vous étiez en exil, à la suite des événements que vous estimez comme vous pourchassez. Aujourd'hui, vous êtes encore en exil. Vous faites quoi en exil? Je ne suis plus en exil. Est-ce que vous, dans ces compagnies, vous n'êtes pas en exil? Non, non. Mais ça fait longtemps que vous êtes... Ben, quand vous êtes allé en exil, que vous êtes installé, vous êtes devenu résident, vous avez eu des attaches, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on rentre chez soi. Il faut prendre le temps de préparer ça. J'ai annoncé que j'ai rentré en Côte d'Ivoire. Je ne suis plus exilé. Parce que depuis longtemps, vous n'avez pas encore mis les pieds en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça dit que vous, dans ces compagnons de la rébellion, veulent votre peau? Je prépare mon retour. Je ne crois pas que des anciens compagnons veuillent ma peau, parce que je ne vois pas ce que ces anciens compagnons peuvent me reprocher. J'ai toujours fait des ruptures publiques.
J'ai toujours fait des choses dans la clarté. Je suis quelqu'un qui agit dans la lumière. Je ne tire pas dans le dos des gens. Quand je ne suis pas d'accord, je dis non. Oui, quand je parle d'anciens compagnons, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à vos relations d'avant, vous ne semblez plus être avec eux en LCNTT. Est-ce que je peux me permettre de dire que dans tout on reste des amis. On reste des amis sur le plan humain. Ce sont des frères. Quand vous parlez d'anciens compagnons, et quand il y a des décès, notre ami Soul avec lequel on a fait la fac a eu son frère qu'il a perdu. Je lui ai adressé mes condoléances. Si Blé Goudé a des problèmes aujourd'hui, il perd quelqu'un, je lui adresse mes condoléances. Donc pour moi, il y a ce côté fraternel, il y a ce côté amical. Mais cela n'empêche pas que sur le plan des idées, il y ait des divergences. Et ces divergences-là, nous les rendons souvent publiques. Voilà. Et donc ce n'est pas parce que nous avons des divergences sur la conduite des affaires de l'État, sur la gestion de l'État, que ça fait de nous des ennemis. Voilà. Et donc pour moi, il est question de divergences politiques, idéologiques, de divergences sur la question de l'orientation. Donc bientôt les Ivoiriens auront le bonheur de trouver docteur-major en Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, je l'ai annoncé publiquement, j'entrerai dans mon pays pour participer à la vie politique et économique de mon pays. Et vous les craignez pour votre vie? Parce que récemment, docteur-major, vous avez craindre pour ma vie, ma vie est entre les mains de Dieu. Ça, c'est assez trivial, c'est sûr. Mais docteur, récemment, vous avez fait une déclaration assez fracassantes. Oui. Vous avez accusé normalement le président Bédié d'avoir participé à l'achat d'armes de la rébellion. Non, ça, c'est des propos qu'on me prête. Je n'ai jamais accusé le président Bédié d'avoir acheté des armes. Pas m'accuser de ce que je n'ai pas dit. Si vous voulez savoir et pour clarifier la chose, c'est pour ça que je m'en la parole. J'ai dit qu'un certain nombre d'organisations politiques et d'individus, comme nous autres, se sont engagés à un moment donné dans des actions qui peuvent être directement ou indirectement des actions violentes, c'est-à-dire des actions insurrectionnelles, des actions militaires. Ils ont soutenu ces actions militaires en étant en association, par exemple, avec les forces nouvelles, en soutenant la cause des forces nouvelles, en étant à Marcoussi, par exemple, avec la frange qui était contre Gbagbo et donc qui était du côté des forces militaires, forces nouvelles. Il y a eu une collaboration avec ces forces militaires et donc on ne peut pas à ce jour, moi y compris, donc dire que nous n'avons pas participé à des actions de changement ou à des actions d'équilibre des forces qui se soient faites par la violence. Donc, nous disons qu'il ne faut pas se faire passer à ce jour pour des messieurs propres de la scène politique, parce que toutes ces formations politiques, à commencer par le FPI, qui en son temps a soutenu le régime de transition du général Guéhi, le régime putschiste du général Guéhi. Tous les partis politiques étaient... Tous les partis politiques étaient au sein de ce gouvernement militaire de transition, et le FPI y a envoyé ses responsables de section, ses militants, être des ministres. Le leader Kwasi Moïse était conseiller chargé des affaires militaires de Guéhi Robert. Et donc, on ne peut pas... D'autres personnes y étaient. Donc, aujourd'hui, et le FPI même a organisé des meetings de soutien au coup d'État. Alors, si je vais vous dire, le lieu, c'était au complexe sportif de Yopougon, avec nous-mêmes. Et la FECI aussi a soutenu, parce que Blé et moi, c'est moi qui ai rédigé la déclaration, nous sommes allés lire à la télé. Et nous avons soutenu le coup d'État. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, personne ne peut, je vais terminer sur ça, personne ne peut se targuer d'être les messieurs propres de la scène. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans notre pays, il y a eu beaucoup d'actes de violence, on a pris position directement ou indirectement. Il s'agit maintenant de construire la paix, de construire l'avenir de notre nation. Donc de dépasser tout ça, mais en évitant d'être dans l'hypocrisie, en évitant d'être dans le mensonge. Parce que la vérité est que si nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle, elle ne peut se bâtir que dans la vérité, et la vérité est lumière, et c'est cette lumière qui éclaire le peuple. Il faut éclairer le peuple, et c'est ce que nous faisons. Oui, ça on entend bien, mais je veux dire, on ne peut pas avoir participé. Une rébellion, ce n'est pas un gala. Un coup d'État, ce n'est pas un gala non plus. Une rébellion, ce n'est pas un gala. Oui, comme un coup d'État militaire, qu'on soutient par exemple. Bien sûr. Oui.
Ça encore, Et surtout qu'il y a eu des morts. Le général Gueye qui a fait assassiner des gens comme les Abou Dramani, des gens ont été mis avec de l'acide, ont été torturés. Oui. Mais tout ça, le FPI a soutenu, les journaux du FPI ont soutenu, les intellectuels du FPI n'ont pas condamné. Comme la rébellion également, le PDCI a soutenu, les intellectuels du PDCI ont soutenu, et ceux du RDR. Tout à l'heure, la base de ma question, c'était de savoir, on disait que vous, Bédier, à financer. Non, je n'ai pas parlé de financement. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Des armes ont été achetées. Mais ça, je ne sais pas. Des armes ont été achetées. Tout à l'heure, vous me disiez que. Je parle de soutien politique et intellectuel. Il y a eu une insurrection. En tous les cas de figure, la rébellion a payé des armes. Oui, mais maintenant, après, moi, je ne sais pas. Moi, j'étais à Paris. Comment je peux savoir qui achète des armes? Je ne connais pas le prix d'une Kalachnikov, ni d'une balle de AK-47. Oui, mais docteur, quand vous apportez vos soutiens à un mouvement institutionnel... Comme Babo l'a fait d'ailleurs pour celui de 99, je suppose que vous savez à qui il apportait le soutien. Ah oui, comme Babo savait à qui il apportait le soutien, quand il apportait le soutien à Guy Robert. Et quand il apportait le soutien au CNSP, au gouvernement du CNSP. Tous les partis politiques en Côte d'Ivoire étaient membres du gouvernement. Ah, mais comme 80% ou 60% des partis étaient soutiens à la rébellion aussi. Au vu de votre parcours. On est d'accord sur ça. Au vu de votre parcours. Oui, qui ressemble forcément au parcours de Gbagbo. Mais non, pourquoi est-ce que vous stigmatisez sur le parcours de Gbagbo? Mais parce que je veux amener les uns et les autres à comprendre, y compris le PDC, y compris le FPI, que chacun à un moment donné a soutenu des actions insurrectionnelles ou des actions violentes ou des actions de changement qui sont passées par des voies militaires. Oui, aujourd'hui, vous dites que beaucoup d'hommes politiques en Côte d'Ivoire, tout le monde, pratiquement tout le monde pour vous est dans le même sac, pratiquement a soutenu à un moment donné ou un autre. C'est vrai ou c'est faux? Les actions militaires. Non, c'est pas vous, c'est vous qui posez des questions. Oui, mais moi je veux savoir, vous-même en tant que journaliste, vous avez une opinion. Moi j'ai une opinion, mais c'est pas moi qui donne l'opinion. Moi je pose des questions, ça vous répond aux questions. C'est vous le politique. Oui, mais ce qui est évident, vous ne pouvez pas nier l'évidence. Non, l'homme politique c'est vous. Je vous écoute donc. Je vous dis, depuis votre parcours, vous savez, votre parcours est extrêmement sinueux. On vous retrouve comme fondateur de la CNC, Coalition nationale pour le changement. Oui. Au fond, vous reprochez quoi exactement au pouvoir de Ouattara? Ben, écoutez, je vous ai dit, et c'est ça qu'il faut voir. Quand vous suivez quelqu'un, il faut suivre ses actes. Et mes actes, mes discours, il y a une cohérence. La défense des intérêts des masses, la redistribution équitable des ressources, et donc, tout individu qui vient vers moi, qui propose le bien-être du peuple, il peut arriver que je sois amené à une collaboration momentanée avec la personne sur la base de la bonne foi. Voyez-vous, parce que je préfère ne pas condamner les gens sans les voir à l'œuvre. Alors Ouattara qui nous a promis un changement dans notre pays, comment il appelait ça, l'émergence dans notre pays, nous lui avons accordé ce bénéfice du doute, ce bénéfice de ce que j'appelle cette bonne foi. Et donc, sur la base des actes qui sont posés, aujourd'hui, nous regardons le maçon à l'œuvre et nous disons que nous ne sommes pas satisfaits et que les actes qui sont posés sont en deçà de nos espérances. Alors, nous critiquons. Quand il y a des actes de torture ou des actes d'injustice, nous le dénonçons. Ce n'est pas parce que j'ai soutenu Ouattara hier que Ouattara va mettre des gens en prison. Mes amis du FPI, la Souadou et autres, je ne suis pas d'accord avec, je le dis. Moi, comme dirait l'autre, je ne mange chez personne. Voyez-vous, je vis de mes activités intellectuelles et de mes activités manuelles. Heureusement, pour moi, je ne suis pas handicapé, je ne veux pas truc, et même les handicapés, pour certains, se battent pour pouvoir vivre. Voyez-vous. Et donc, je ne suis pas dépendant de Ouattara ou d'aucune chapelle politique, et donc, je suis libre pour dire la vérité. Et donc, je dis la vérité à Ouattara, pas dans l'intérêt de Ouattara, parce que j'aime mon pays plus que Ouattara. Et donc, c'est dans l'intérêt des Ivoiriens que je parle. J'apporte la lumière, j'apporte l'éclairage, parce qu'on ne peut pas construire une nation sans la lumière. C'est ceux qui sont donc dans le pillage, ceux qui sont dans la jouissance, ceux qui sont dans le charnel, qui sont dans le mensonge. Moi, je ne suis pas dans le charnel. 7 ans après l'arrivée de Ouattara au pouvoir, quel jugement portez-vous sur sa gouvernance? Ben, écoutez, il y a des aspects positifs comme des aspects négatifs. Et vous pouvez voir dans mes critiques les différents aspects négatifs que je souligne tous les jours. Je ne ferai pas un chapelet pour vous énoncer tout ça. On n'a pas suffisamment le temps pour ça. Mais suivez-moi sur les réseaux sociaux et dans mes déclarations. On vous suit, docteur. Voilà, et donc vous verrez que ce régime-là, il a des éléments quand même que je lui reproche. D'ailleurs, il a annoncé un Sénat qu'on ne voit pas.
Donc, Ouais, ce qui nous met le pays dans une situation inconstitutionnelle. Donc, soit il enlève ce Sénat et pour que la Constitution soit conforme, donc un autre référendum, ou encore des éléments, par exemple, que j'estime être des éléments de recul démocratique. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous autres, nous parlons d'une 4e République. Nous disons qu'il faut balayer toutes ces vieilleries. Ouattara et un certain nombre de personnes qui se sont présentées sur des jours avec des promesses qui ne tiennent pas. Nous disons que ces personnes-là, depuis les indépendances, sont là, ils traînent, ils se changent entre eux, ils n'apportent rien, ils n'ont pas démontré qu'ils peuvent amener l'Afrique, notre pays, vers des horizons meilleurs, des horizons de bonheur pour notre peuple. Nous disons, nous autres, que nous voulons une 4e République, nous voulons une autre façon de gouverner notre pays, et nous mettons tout cela dans le même sac, et il faut un renouveau. Docteur Guignan-Major, depuis 2017, depuis le début de l'année, la Côte d'Ivoire vit des moments de trouble. Entre la mutinerie, les mutineries, les démobilisés, les grèves, les coups sociaux, on se rend compte que le pouvoir d'Abidjan a une gestion agilité variable entre ceux à qui on donne de l'argent et ceux à qui on fait des dotations salariales quand ils sont des fonctionnaires. Oui. Est-ce que la situation est tenable en l'État? Vous avez, j'ai dit que ces mutineries-là sont à l'image de ce qu'est la gestion du pays. Quand vous gérez le pays de façon honnête et que vous-même vous faites des sacrifices, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir des gens qui viennent revendiquer leur part de la richesse nationale avec des armes parce qu'ils vous voient à l'œuvre. Mais quand vous-même, vous vivez dans un luxe insolent, vous vous autorisez des avions, vous vous autorisez une vie de pacha et que des personnes vivent dans la misère, une misère qui est indicible et indescriptible, ça peut les amener à prendre les armes. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que ceux qui dirigent soient exemplaires. Et des actes regrettables comme les mutineries que nous voyons ne sont d'autres que la conséquence de la gestion que je dirais une gestion pas trop saine de notre pays. Les rétentions sur les salaires, c'est ça, ce sont des injustices, c'est des choses que nous ne voulons pas voir. Des personnes qui nomment leurs frères, leurs sœurs, leurs nièces, qui donnent des marchés publics à leurs filles, leurs beaux-frères, comme ceux du port, les sociétés qui naissent du jour au lendemain, qui raflent tous les marchés, comme les sociétés de Big Togo, les macérés qui ont 2, 3, 4 emplois au moment où d'autres Ivoiriens n'ont aucun emploi, le népotisme criard que nous constatons, le rattrapage ethnique qui ne doit pas exister dans notre pays, parce que tous les Ivoiriens sont égaux. Il n'y a pas d'ethnie supérieure et c'est ça qui a toujours été mon combat. Je suis contre le fait qu'on prenne un groupuscule ou un groupe ethnique en otage comme bouclier de protection à l'abri duquel on pille les ressources du pays et demain on dit non. Et ceux-là, ils veulent nous arracher le pouvoir, vous les Djoula, venez me soutenir. Ceux-là, ils veulent nous arracher le pouvoir, nous les Baoulés, vous les Baoulés, venez me soutenir. C'est nauséeux, c'est pas beau et c'est une autre Côte d'Ivoire qu'on veut où il y a l'égalité des chances et où il y a la possibilité pour tous les Ivoiriens d'avoir droit à la justice. Docteur, au moment de cette mutinerie, à l'époque de la rébellion, on a mis en place le DDR. Je suppose que le DDR a dû faire un travail. Aujourd'hui, au regard de ce qu'on a vu, beaucoup de la mutinerie, quand on découvre des armes dans un domicile privé, j'estime que le DDR n'a pas fonctionné. Vous le dites. Et quelle est votre analyse là-dessus? Quelle est votre opinion? Le DDR a été un échec. Et les armes qu'on retrouve chez... Il n'y a pas une collaboration France de toutes les parties peut-être. Et ça dit que ces armes étaient là où, avant les élections ou alors... Ça, je n'en sais rien. Il y a une enquête qui est en cours. Nous attendrons les résultats de l'enquête avant de nous prononcer. Docteur Guignan-Major, cette rencontre tire à sa fin. Je vais vous demander quel est votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est d'amener ou d'appeler les Ivoiriens à ne pas perdre espoir. C'est dire qu'il y a un changement qui est possible, il y a un renouveau qui est possible et ce renouveau est en marche avec une génération nouvelle à laquelle fait partie le CPR et les cadres du CPR. Nous voulons un changement pour notre pays. Nous voulons un pays d'unité nationale. Nous voulons la réconciliation. Ça passe par la libération des prisonniers politiques. Pro-Gbagbo, parce que le mal n'a pas été fait par un seul camp. Le conflit dans lequel nous nous sommes trouvés n'est pas le fait d'un seul camp. Il faut qu'on puisse et qu'on accepte de se pardonner.
Il y a eu pire que ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. Il y a eu le cas de l'Afrique du Sud. Ils se sont pardonnés à travers une justice qui n'est pas la justice normale, c'était la justice de transition, la justice transitoire comme on appelle. Et donc il faut réfléchir à mettre ce genre de choses en place dans notre pays. Il faut réfléchir à amener les Ivoiriens à comprendre que aujourd'hui, l'incitation à la haine, ce n'est pas avec ça que nous allons construire un pays de paix. Il faut amener les Ivoiriens aussi à comprendre qu'il ne peut pas avoir de réconciliation sans vérité, une réconciliation dans l'hypocrisie, où certains se font passer pour les messieurs propres en présentant les autres toujours comme les messieurs sales, ceux qui n'ont jamais rien fait et qui sont toujours victimes. Non, c'est dans la vérité que nous construirons la nation. Notre nation n'a pas vocation à être une nation pauvre. Notre nation a vocation à donner le bonheur à tout le monde, à créer une sorte de paradis pour tout le monde où chacun jouit du minimum, où chacun a le confort. Mais ce confort-là, on ne peut pas l'avoir si on n'est pas sincère, si on n'est pas véridique. Quand nous établirons un pays de vérité, quand nous établirons un pays où on évite de faire du mal à l'autre gratuitement, rien que pour les plaisirs de la chair éphémère, avoir 2 voitures, 4 voitures, 5 voitures, des choses passagères, et que nous penserons à l'intérêt supérieur de la nation et à l'intérêt supérieur de nos enfants et petits-enfants, alors c'est là qu'on pourra créer ce qu'on appelle une émergence véritable et celle qui s'appuie sur les forces, sur le génie de notre peuple pour avoir une nation forte, une nation développée. Et moi, j'y crois à cette nation développée parce que nous avons les ressources intellectuelles. Nous avons des jeunes brillants et très brillants. Nous avons les ressources. Et Dieu a fait en sorte que notre pays puisse avoir les moyens d'être une nation qui brille. J'y crois. Je veux que chaque Ivoirien y croit. L'avenir, c'est pour nous tous. Et c'est ensemble que nous bâtirons cet avenir. Je vous remercie. Merci docteur, merci surtout. C'est moi qui vous remercie. C'est en nous la graine de l'espoir. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez éteindre votre poste téléviseur et vaquer à vos occupations. Au revoir et à la prochaine.